Bonsoir et merci de nous accompagner dans ce nouveau numéro de l'émission Territoire et Aménagement. Un hôpital militaire ultramoderne est en cours de construction à Brazzaville, à 2 pas de l'actuel hôpital. Les travaux ont démarré en février 2016 sous la houlette du président Sassou Nguesso. Ces travaux sont exécutés par une société israélienne, la société AMS, Advanced Medical System. L'hôpital d'instruction des armées, comme on l'appelle, est très attendu par les Congolais parce que l'actuel hôpital, qui a été construit à la fin des années 40, ne répond plus, il est fatigué. Mais le constat est là, l'hôpital en construction, les travaux avancent à pas de caméléon et la responsable du projet est avec nous sur ce plateau et je suis avec Michel Aubonne pour l'interroger. Michel, à vous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Jean-Claude vient de le dire, hein, vous êtes en charge donc des travaux de construction de l'hôpital d'instruction des armées de Brazzaville. Et dites-nous madame, à ce niveau, quel est le programme général de cet établissement? Merci madame et merci monsieur Kakou de m'accueillir parmi vous tout d'abord. Je tiens à vous remercier. On est très fiers aujourd'hui de pouvoir présenter au Congo le futur hôpital d'instruction des armées de Brazzaville qui est en cours de construction et dont le programme qui desservira le peuple congolais, son personnel militaire et son personnel de service de police bien sûr, ainsi que leurs familles et qui sera, on l'espère, une balise d'excellence de niveau international, va comprendre différentes étapes de réalisation. On a un hôpital général, un centre d'enseignement, un centre de formation médicale. On aura donc également un pôle mère-enfant et des résidences pour les officiers. Et dans un deuxième temps, il y aura également des églises, un hôtel et bien entendu un hôpital. Cela fonctionne avec toute la logistique et l'énergie nécessaire, ainsi que l'administration de l'hôpital. Et en termes d'équipement et de services, qu'est-ce qui est prévu? Alors, on aura un bâtiment principal pour les patients internes qui seront hospitalisés avec tous les services d'urgence, d'imagerie, de diagnostic, de chirurgie, avec une section spécifique présidentielle dans le cadre de l'immeuble, de l'hôpital et les services de pharmacie. On aura également un bâtiment qui sera la partie qu'on appelle hôpital de jour et dispensaire pour les patients externes qui viennent en consultation dans le cadre de l'hôpital. Et on aura également tous les services cliniques et toutes les unités de soins intensifs et d'urgence que peuvent accueillir un tel hôpital, ainsi que les laboratoires cliniques, banques de sang, rééducation. Et bien entendu, il y aura une morgue comme dans tout hôpital. C'est un hôpital de combien de lits? Alors le nombre de lits est actuellement en cours de définition par les utilisateurs dans le cadre du programme. Donc, parce qu'on nous a parlé de 300 lits. Il y aura en effet, c'est à peu près la direction qui est prise par le projet et qui doit être définie de façon définitive. Vous savez madame, il y a déjà un hôpital militaire ici à Brazzaville et c'est presque toute la population qui s'y rend pour les soins, hein. Il n'y a pas d'exception. Ça sera le cas pour l'hôpital en construction ou bien encore il y a une innovation? Alors aujourd'hui, en effet, nous avons visité l'hôpital d'instruction des armées de Brazzaville actuel, qui est situé, comme vous le disiez, juste à côté du chantier en cours de construction. Et c'est vrai qu'il faut préciser que même si cet hôpital a une vocation militaire, il est construit pour le ministère de la Défense et pour les militaires et les personnels de police. C'est 80% de la population qui est soignée, qui est civile. Et donc on est vraiment dans un hôpital pour les habitants de Brazzaville, les habitants du Congo. Voilà. Et actuellement, lesquels interviennent sur le projet? Les intervenants sur le projet? Comme je vous le disais, le maître d'ouvrage, c'est l'État du Congo. Le ministère de la Défense nationale est le futur utilisateur de ce projet. Et comme vous le savez, puisque nous sommes ici au ministère de l'Aménagement et du Territoire, c'est la délégation générale des grands travaux qui est le maître d'ouvrage délégué du projet et qui donc suit en permanence ce projet. Nous avons également
une mission de contrôle qui est représentée par Aegis et la mission de contrôle de l'État qui a lieu sur tous les projets réalisés pour la délégation des grands travaux, la délégation générale des grands travaux. Y a-t-il des gens qui sont formés pour le projet? Alors, vous avez ensuite, une fois que l'on a cité le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, vous avez également la société AMS, comme l'a représenté M. Kakou, qui est là, ici, implantée au Congo, à Brazzaville, de façon permanente sur le site, avec le General Project Manager, la direction financière, la direction du chantier, la direction logistique et tous les intervenants nécessaires à la réalisation d'un tel projet. Et c'est vrai que ce projet, il concerne aussi la formation des gens de façon locale, puisque on a formé plus de 80 ouvriers à des techniques congolais, tout à fait, congolais, à des techniques de coffrage de béton spécifiques, de façon à ce qu'ils puissent reproduire après, sur d'autres ouvrages, sur le territoire congolais, cet apprentissage. On a également formé un ingénieur de l'école polytechnique de Brazzaville à la coordination, à l'hygiène, à la sécurité et à l'environnement sur le chantier, ce qui est très important. Comme vous avez pu le constater hier pendant la visite du chantier, c'est un chantier très propre et dans lequel nous tâchons de tout recycler. Donc nous avons formé un Congolais, un grand ingénieur qui travaille avec nous. Et comment est-il organisé ce projet? Alors, pour être très efficace avec les équipes administratives, techniques et financières du projet, tout est localisé à Brazzaville et on a un effort vraiment collectif qui est mené par l'ensemble des acteurs avec des rencontres quotidiennes pour certains intervenants. Tous les jours, nous avons des comptes rendus de l'état et de l'évolution du chantier, de façon à connaître son avancement parfait en termes de personnel, en termes d'approvisionnement, en termes de stock. Et puis, il y a également les rencontres hebdomadaires qui sont bien sûr menées par le maître d'ouvrage délégué, la délégation générale aux grands travaux, et qui permettent de faire évoluer et avancer le projet de façon responsable et sereine. Vous avez parlé tout à l'heure des intervenants, vous les avez cités. Est-ce qu'ils ont tous été payés, ces intervenants? Bien sûr, bien sûr. Dès que le paiement est effectif, nous payons les redevances qui sont assurées et à assurer dans le cadre du projet, conformément au contrat. Régulièrement? Oui. Et là, nous venons de régler justement les dernières redevances. Okay. Nous en avons discuté ce matin, puisque nous sommes mercredi et que c'est le jour de la réunion justement hebdomadaire qui a lieu avec la DGGT. Et nous avons eu l'occasion de parler de ce sujet et pour dire que les paiements étaient effectifs. Okay. Donc tout le monde était très satisfait. Et concernant la logistique, comment est-elle charpentée? Alors, il faut dire qu'ici, on a un grand atout, puisque tous les matériaux qui arrivent au Congo, ceux qui sont importés en tous les cas, parce qu'on a beaucoup de matériaux locaux aussi, le sont depuis Pointe-Noire, par la mer, dans des containers ou par Roro. Je pense que vous connaissez ça mieux que moi. Voilà. Et c'est vrai que c'est un grand atout pour le Congo de disposer d'un accès direct par la mer. Parce qu'il y a d'autres pays en Afrique par lesquels on doit passer par différents États et il y a des frontières à traverser, ça complexifie, ça rallonge énormément les délais de construction et on est vraiment très heureux aujourd'hui ici parce qu'on arrive directement au Congo depuis la mer par Pointe-Noire et ensuite il y a un acheminement qui se fait par la route et on a toute la partie logistique, stockage, entrepôt qui est située dans le cadre du chantier. Il y a une zone prévue à cet effet qui nous permet donc de travailler sereinement. On a fait venir énormément de matériel. Je pense que comme vous l'avez vu sur le chantier, il y a des grues, 4 grues actuellement, une grue télescopique en plus, une grue mobile. On a des élévateurs. On a également une centrale à béton. C'est très important parce que ça permet d'avoir une très bonne qualité de béton, ce qu'on appelle du B40, et qui est fabriqué sur place en fonction des besoins. On n'a pas besoin, on n'a pas la nécessité de le faire venir par la route. On importe les matériaux nécessaires, on achète ceux qui sont possibles au Congo et on fabrique sur place avec la centrale à béton. Voilà. Et cette centrale à béton, elle a sa propre station de carburant, en plus de celle qui est positionnée sur le chantier. On a un fonctionnement qui ne doit jamais être interrompu. On doit pouvoir être en fonctionnement continu sur le chantier selon les besoins du projet en fait.
Et puis on a bien sûr des groupes électrogènes, une dizaine de groupes électrogènes qui fonctionnent pour les besoins du chantier. Après, il y a également la zone de chantier que vous avez visitée, les installations. Il y a les installations de chantier proprement dites qui fonctionnent pour les ingénieurs, pour les chefs d'équipe et les superviseurs, dont beaucoup sont congolais et qu'on forme, et c'est important pour qu'ils puissent également travailler, comme je l'ai dit, sur d'autres chantiers par la suite. Et puis, les installations pour les ouvriers qui viennent travailler avec les sanitaires et tout ce qui est nécessaire. Et puis, les dépôts de containers qui sont sécurisés, gardiennés sur place. Et puis, on a également installé, comme on a souhaité, vraiment un chantier exemplaire. On a installé une zone de lavage pour conserver le chantier et tous les engins en bon état de fonctionnement. Et enfin, on a réalisé une serre. Il y a une serre qui est positionnée sur le chantier parce qu'on prépare les futures plantes qu'on pourra planter pour l'hôpital de façon à ce qu'elles aient suffisamment grandi quand on livrera l'établissement et qu'on le livre avec des plantations déjà bien finalisées. Comme vous avez pu le voir, on a conservé beaucoup d'arbres majestueux, environ 80, et on a essayé de les préserver dans le cadre du site parce qu'ils sont majestueux et que… Voilà, et puis vous savez, un bel arbre, il faut 20 ans pour le faire pousser, donc il est essentiel de conserver ceux que l'on peut conserver déjà, de façon à aussi avoir cette nature et à la préserver. Quel est le niveau d'exécution des travaux en cours? Les travaux qui sont en cours, ce sont des travaux de gros œuvres, et c'est la superstructure de la première phase du chantier que nous sommes en train d'achever. C'est pour ça qu'on appelle superstructure, parce qu'on a fini les terrassements, les fondations, et donc on a fini le béton, la structure, ce qui porte le projet. Quelles sont vos difficultés sur ce chantier? Les difficultés d'un chantier sont toujours les mêmes en fait. On sait que les approvisionnements, il faut choisir les matériaux avec soin, il faut les réceptionner. C'est beaucoup de logistique. Il y a énormément de logistique sur un chantier. Donc c'est pour ça qu'on a mis une très très grosse équipe logistique en place. On a également une équipe logistique à Pointe-Noire, ce qui nous permet de bien centraliser et de bien ordonner la libération des conteneurs. Donc ça, c'est un problème qu'on a résolu en mettant les moyens. Après, il y a le problème inhérent à tous les pays du monde, c'est le climat. Le climat, voilà. Ici, en matière de climat, on sait que c'est la pluie le problème. On sait qu'on ne peut pas la prévoir. C'est malheureusement comme ça. On sait le temps qu'il a fait le lendemain pour la veille, donc c'est comme ça. Et donc la pluie, en effet, comme le précisent les cahiers des charges de travaux nationaux au Congo, lorsqu'il pleut trop, il est interdit de faire des travaux parce que ça peut être dangereux pour la sécurité des ouvriers, pour la sécurité du chantier. Donc on a des jours durant lesquels il n'est pas possible d'avancer malheureusement du fait du climat. Dans d'autres pays, ça va être le froid. Ici, c'est la pluie. On n'a pas le problème du froid et du gel. Les travaux ne vont pas au rythme attendu, ça lambine. C'est par rapport à tout ça? Les travaux lambinent, on ne peut pas vraiment dire que les travaux lambinent. Il y a eu jusqu'à 170 ouvriers sur le chantier, donc c'est un très gros chantier. Et là, la superstructure est en cours d'achèvement dans un délai tout à fait honorable. On a eu à faire le reclassement des familles qui habitaient sur le site. C'est un site du ministère national de la Défense, donc il y avait des familles de militaires qui habitaient. Il a fallu les reclasser dans d'autres logements, on ne pouvait pas faire autrement. Et ensuite, il a fallu démolir les anciennes casernes afin de permettre le démarrage du chantier. Et ces familles ont été indemnisées? Ces familles ont été relogées de façon tout à fait convenable par le ministère de la Défense, bien sûr. Mais déjà, rien que cette étape, par exemple, elle a duré 6 mois. Et donc, on se rend compte que ces 6 mois durant lesquels nous ne pouvions pas mettre un engin sur le chantier. C'était prévu dans le planning, non? Comme dans tous les chantiers, le terrain se doit d'être libre de toute occupation pour pouvoir démarrer les travaux. Absolument. On ne peut pas démarrer des travaux avec des familles qui vivent sur le site, ça n'est pas possible. On ne fait pas cohabiter les engins de construction avec les familles. Et comment s'organise donc le planning de réalisation? Et bien après, donc, une fois que les familles ont pu libérer le site, on a réalisé les installations de chantier. Donc toutes les installations que vous avez pu voir dans le reportage, aussi bien les bureaux administratifs que la partie chantier et que la partie pour les ouvriers. Donc on a également réhabilité une ancienne habitation dans laquelle on a fait nos bureaux, ce qui a permis un peu de conserver aussi la mémoire du site le temps du projet. On a réalisé tous les assemblages de matériel et donc on a pu démarrer concrètement ce qu'on appelle l'activité visible de chantier
pour réaliser à partir d'octobre les terrassements. Les terrassements, c'est-à-dire qu'on remet les terres au bon endroit pour pouvoir effectuer les travaux. Donc on a fait quand même plus de 12 000 m3 de remblai sur ce chantier. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais c'est l'équivalent à peu près de cet immeuble qui est le ministère de l'Aménagement et du Territoire. En termes de remblai, c'est ce qui a été retiré du terrain de façon à pouvoir permettre la mise à niveau des terres. On a essayé en effet de trouver un projet qui respecte la planéité du site. Le site a une forte dénivellation, comme vous avez pu le voir, entre le point haut et le point bas. Il y a 4 mètres de dénivelé naturel et donc on a utilisé cette planéité pour faire le projet. Mais madame, si j'insistais au début quand je parlais des innovations, c'est parce qu'on m'a dit qu'il y a un compartiment réservé pour le président de la République. Oui, il y a une suite présidentielle, tout à fait, avec un accès spécifique, avec un héliport. Donc une base qui permet à un hélicoptère de se poser avec un accès spécifique réservé et qui est un petit peu à l'écart des patients pour ne pas perturber d'une part le président, mais également pour que la sécurité du président ne perturbe pas les autres patients et que tout le monde puisse être soigné dans les meilleures conditions possibles. Les soins étant les mêmes pour tout le monde, bien sûr. Un supermarché dans un hôpital? Alors, ce n'est pas un supermarché, c'est un centre commercial parce qu'il y aura également des logements des officiers. Et quand il y a des logements des officiers, il y a des gens qui ont besoin de faire leurs courses, qui ont besoin de vivre et il faut également pourvoir à cela. Et puis, il y a également la caserne militaire à côté. Il y a des besoins en réalisation dans la ville de Brazzaville. Donc, c'est aussi offrir une meilleure concurrence aux gens pour pouvoir disposer d'équipements. Absolument. Toutes les réponses que vous avez données suscitent en moi un certain nombre de questions. Vous avez parlé de gros remblais. Oui. Avez-vous prévu des érosions? Parce que c'est un terrain assez glissant, si j'ose ainsi m'exprimer. Dans tout Brazzaville, on le sait, et même j'ai envie de dire un peu partout dans l'Afrique, on a des problèmes qui sont liés aux pluies pour les travaux et également qui créent des problèmes d'érosion, comme vous le faites très bien remarquer. Et en effet, il y a toute une étude qui a été réalisée afin de permettre à l'État de protéger l'hôpital. On ne va pas construire un hôpital et laisser des problèmes liés à la pluie ou à l'érosion, comme vous dites, nuire à ce projet dans le temps. Comme vous l'avez vu, c'est un projet imposant, réalisé avec une grande qualité et ce serait dommage de se dire que cet ouvrage pourrait être en effet abîmé par l'érosion. Et donc en effet, il y a des études qui sont en cours pour permettre de régler tous les problèmes d'érosion, comme on le fait dans tout Brazzaville. D'ailleurs, c'est un projet qui, je crois, s'étend sur plusieurs kilomètres dans l'ensemble de la ville et qui est prévu par l'État. Dans la présentation de l'établissement, vous avez parlé d'un compartiment mère-enfant. Vous avez parlé d'une maternité. Tout à fait. Mais il se trouve que ce compartiment, les travaux de ce compartiment n'ont pas encore démarré. Alors, parce que c'est la deuxième phase. Un hôpital, on ne peut pas tout démolir d'un coup, tout reconstruire d'un coup. Donc c'est dans le phasage du projet, il a été demandé que la partie mère-enfant soit réalisée dans un deuxième temps. C'est le planning de l'opération. Ah, c'est prévu comme ça. C'est prévu comme ça. Notre équipe de reportage a semblé remarquer quelques fissures. Alors, en effet, lorsque l'on construit un bâtiment, on a ce qu'on appelle des chocs thermiques liés entre autres au climat et liés à la vie du béton. Et donc il y a des fissures qui apparaissent et bien entendu il y a le bureau de contrôle national qui vient et qui vérifie que ces fissures sont conformes ou non. Lorsqu'elles ne sont pas conformes, elles sont comblées. Et il y a des techniques de réparation et de modification pour que ces fissures disparaissent. Et parfois elles sont anodines. Ce sont simplement ce qu'on appelle des fissures de retrait qui arrivent et qui disparaîtront derrière l'isolation et qui n'ont pas d'incidence sur la structure. Ah bon. La structure est contrôlée par un bureau de contrôle national agréé par l'État. Il n'y a pas d'autre solution. Tous les mois, il nous remet un rapport sur les bétons qui sont réalisés, sur les ouvrages qui sont réalisés. Pas de danger. Voilà, il y a une mission de contrôle, il y a une redevance de bureau de contrôle et en plus on paye un bureau de contrôle national qui vient effectuer tous les mois des relevés. Pourquoi le design de l'hôpital a été modifié en cours de chantier? Alors, pour l'instant, le design de l'hôpital n'est pas vraiment modifié. Ce sont des améliorations fonctionnelles qui sont demandées parce que c'est vrai que lorsque l'on démarre le projet, on est à un instant T, en l'occurrence en 2014, et lorsqu'on le livre, on est un peu plus tard, 2017. Et donc,
il faut se rendre compte que les évolutions technologiques médicales évoluent et qu'il faut s'adapter aux besoins. Il y a aussi le besoin de la ville de Brazzaville. Aujourd'hui, l'hôpital des instructions des armées de Brazzaville a 6000 naissances par an. Peut-être que l'année prochaine, ce sera un peu plus ou un peu moins. Donc il faut parfaitement définir les besoins pour pouvoir construire un équipement qui réponde aux demandes. Quels sont vos rapports avec la mission de contrôle? Alors, on a une très très bonne mission de contrôle dont j'ai fait la connaissance quand je suis arrivée sur le projet. Écoutez, c'est quelqu'un qui m'appelle régulièrement et on se disait justement ce matin qu'on avait un discours très franc et qu'il était ravi que l'on ait pu arriver sur le projet à cette entente, sachant qu'il faut savoir que la mission de contrôle vient quotidiennement voir nos ingénieurs travaux. Quotidiennement, il y a un relevé, ce que je vous expliquais, pour les approvisionnements, les matériaux, les stocks. Et donc, en fait, c'est vraiment un rapport quotidien. Alors, comme dans les rapports quotidiens dans une famille, parfois on se crie dessus, parfois on rigole, parfois on mange ensemble, parfois… C'est normal. Voilà. Mais c'est une bonne entente et c'est ce qu'on a appelé ce matin, ce qu'on a qualifié de rapport franc. Ah bon. Et vos rapports avec les grands travaux? Mes rapports avec les grands travaux, jusqu'à présent, sont parfaits. Je suis vraiment ravie du maître d'ouvrage délégué et de sa prise de position et des décisions qu'il met en œuvre. Et ce matin, j'ai vu la gestion du projet et je les remercié du travail justement qui était fait. Voilà. Et je les remercie parce que c'est un travail difficile, parce qu'ils ne sont pas l'utilisateur final. Donc il y a des arbitrages à prendre pour eux et c'est très compliqué. Je pense que c'est eux qui ont la position la plus difficile dans le projet. Oui, tout à fait. Parce que vous avez un utilisateur qui va vouloir toujours plus, vous avez forcément le maître d'ouvrage délégué qui doit être rationnel, qui doit réfléchir en termes d'économie du projet, en termes de délai du projet, et qui veut que les choses avancent. Donc il faut toujours trouver un arbitrage. Et c'est un rôle difficile, mais c'est un rôle qui était réalisé avec beaucoup d'efficacité, je trouve. Bon, les travaux de l'hôpital d'instruction des armées sont contrôlés par une société, la société Aegis, je crois, et nous avons fait parler le responsable de cette société, M. Moustapha. Une chose que j'ai remarqué avec, bien sûr, que j'ai remarqué, ou plutôt que nous mettons en œuvre, c'est que toutes les semaines, il y a une réunion hebdomadaire avec l'ensemble, si vous voulez, des compétences, donc services militaires et civils du Congo, à savoir, nous avons un comité de pilotage qui suit donc cette opération, à savoir la présence du maître d'ouvrage délégué qui sont les grands travaux, ensuite le bénéficiaire qui est le ministère de la Défense, ensuite la DCSS, la Direction centrale des services de santé militaire, et représenté aussi le CIRAS, la DGE, donc un comité de pilotage et nous-mêmes bien sûr, et l'entreprise. Donc on s'est réunis une fois par semaine pour suivre bien sûr l'évolution de l'opération en matière de travaux et de programme. Il est vrai que l'entreprise, donc on va dire qu'on n'a pas très bien, si vous voulez, capté le programme, donc au départ, et le comité de pilotage est là pour réguler, diriger et remettre un petit peu, donc si vous voulez, dans le droit chemin et surtout respecter l'objectif, donc voulu par l'État du Congo. Voilà. Alors, est-ce que les normes de construction sont respectées? Là-dessus aussi, donc je peux vous le dire, vous savez, dans un chantier, il y a l'entreprise, il y a le chef de contrôle et le conseil, puis ce qu'on appelle le maîtrise d'ouvrage et le maîtrise d'ouvrage délégué. Et l'ensemble de ce comité de pilotage est là pour faire respecter ces règles-là. Et nous y veillons pour le faire respecter. Oui, mais n'avez-vous pas constaté des anomalies? Vous savez, donc, on va dire, toute opération aussi donc, importante et aussi grande que ce projet et d'autres, nous sommes là pour faire respecter donc, ce qu'on appelle les normes en vigueur, et surtout, et c'est pour eux qu'il peut y avoir une erreur ou deux, mais là on est là pour rectifier. Donc en gros, vous êtes satisfait de l'exécution des erreurs? L'entreprise est là pour exécuter. Donc quand il y a un écart quelconque, nous la remettons bien sûr sur la norme, puisqu'on lui demande de respecter la norme. Alors, quand ce chantier pourra-t-il être livré?
Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 80% de l'exécution du gros œuvre. Du gros œuvre à peu près de ce projet-là. Comme c'est un hôpital militaire un petit peu spécifique, il est complexe parce qu'en vous citant l'ensemble des disciplines qui vont être un petit peu développées et ces nouvelles activités, et bien sûr le comité de pilotage a bien entendu bien cerné le programme et l'objectif et le programme cible de l'AD Congo. Donc le concept a été donc redonné donc à un cabinet, donc à l'extérieur, non seulement français, qui lui est en train de travailler dessus, pour bien sûr que ce programme soit respecté. Et l'entreprise doit l'exécuter. Il y a des études en cours donc, sur le programme. L'entreprise doit exécuter. Et donc, en fonction, bien sûr, de la livraison de ces nouvelles études de conception, donc, qui respectent le programme cible, donc le Congo, nous aurons bien sûr une date qui sera définie. Alors, ce chantier est exécuté sous la supervision de la Délégation générale des grands travaux. Voici ce qu'en pense M. Jean-Robert Tabaka, qui est le chef du projet, ici au ministère de l'Aménagement du Territoire. Quand on a attribué ce marché, à l'entreprise, on a donné à la fois les études, c'est-à-dire le concept et l'exécution. Par rapport au programme que l'État congolais, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, avait donné. Avant l'exécution, on s'est rendu compte que le programme défini par l'État congolais n'est pas celui sur lequel l'entreprise a été de travailler. Et entre autres éléments, on peut citer sur le capacitaire, c'est-à-dire le nombre de lits d'hébergement. Le capacité que nous avons projeté, ce n'est pas celui que l'entreprise voulait exécuter. Et donc le maître d'ouvrage délégué, constatant cela, constatant cette carence de l'entreprise, a décidé de redéfinir ce concept en désignant un autre bureau d'études, un cabinet d'architecture français qu'on appelle ENIA, qui est spécialisé en architecture hospitalière, pour nous refaire ce concept. Et donc, ENIA devait nous rendre les études en deux états. D'abord, une esquisse, et après, l'avant-projet, pour permettre à l'entreprise AMES de continuer à exécuter les travaux. Nous avons autorisé l'entreprise à exécuter le gros œuvre, notamment sur les bâtiments principaux. Vous avez le bâtiment de construction externe, le pavillon d'hospitalisation, et le bâtiment énergie et le centre de formation. C'est déjà, si vous voulez, presque tout l'hôpital. Il reste le pôle mère-enfant qui n'est pas encore exécuté et les locaux VIP. Et pour ce que nous avons exécuté en termes de gros œuvres, on peut dire qu'on est pratiquement à 80%. Et les travaux de ce gros œuvre devaient se terminer dans 2 ou 3 mois au plus tard. Mais il faut être content dans la mesure où on a pris notre temps pour refaire le design, pour refaire le programme qui a été même complété, ce qui nous permettra à coup sûr d'avoir certainement un grand hôpital qui va améliorer considérablement l'offre sanitaire dans notre pays, peut-être même au niveau de l'Afrique centrale. Monsieur Tabaka, en dehors du recadrage du projet, quelle autre difficulté à laquelle êtes-vous confronté sur le terrain? Alors nous avons un problème sur le terrain, un problème que nous avons prévu de toutes les façons. C'est le traitement de la rivière qui passe à côté de l'hôpital, la rivière Katakata. Vous savez, l'hôpital est placé entre le camp 15 août, le bassin de transmission, Noce apostolique, et puis la rivière qui va vers ce qu'on appelle la Sainte Piscine des Caïmans, qui quitte... Alors cette rivière est encombrée, parce que simplement des gens construisent ce qu'on appelle en dynamique fluviale le lit majeur de la rivière. Au point où, lorsqu'il y a des grandes crues, la rivière déborde. Et quand elle déborde, elle menace dangereusement l'hôpital, notamment le bâtiment énergie. Nous avons aussi des eaux qui proviennent du camp de bâtiment de transmission, qui n'ont pas été canalisées. Ils ont été laissés comme ça, des blagues, et ça crée des érosions. Donc, nous avons demandé à l'entreprise de prendre en considération, de traiter cette partie de la rivière. De toute façon, il y a un projet Grands Travaux avec EFAGE qui traite la rivière en amont et en aval. Il va évidemment se poser le problème des expropriations parce que les gens construisent autour. Il y avait tout cela entraîne comme conséquence. Et ça, c'est un des problèmes sur lequel nous voudrons trouver une solution rapidement.
Oui, nous arrivons à la fin de l'émission, mais avant de terminer, au bord, nous avons 2-3 petites questions à poser à Madame Stantman. Oui, justement, Madame, parlez-nous un peu du coût de ces travaux. Alors, le coût de ces travaux, c'est le coût que l'État du Congo a décidé d'investir pour cet hôpital. Aujourd'hui, comme il reste encore certaines définitions à réaliser, notamment sur les équipements représentent environ 30% du coût d'un hôpital. Donc il faut bien comprendre que tant que ces équipements ne sont pas définitivement validés, on ne peut pas s'engager sur un coût. Mais je pense que le ministère des Travaux, des Grands Travaux et la délégation générale aux Grands Travaux pourra vous parler de ce sujet de façon beaucoup plus claire. Mais combien a-t-on déjà dépensé sur ce chantier? Je pense que c'est eux qui pourront vous instruire de ce sujet au mieux. Je vais être claire. Merci beaucoup. L'hôpital d'instruction des armées de Brazzaville, tant attendu par la population, les travaux s'achèvent quand finalement? Quand est-ce que les militaires pourront prendre possession de leur bijoux? Alors j'espère très très bientôt. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a commencé en octobre dernier le bâtiment de formation des médecins. Car, comme vous le savez, en plus des personnels sur la construction du chantier, on va former du personnel médical de façon à ce que l'hôpital réponde toujours aux attentes de la population. Donc le centre de formation a commencé en octobre dernier et il sera achevé en avril, en même temps que l'ensemble de la superstructure. Donc toutes les superstructures, tout ce qu'on appelle le béton de ce bâtiment, de cet ensemble de bâtiments, de cet hôpital, sera livré en avril prochain. Voilà. Et nous attendons ensuite la prochaine étape de notre maître d'ouvrage délégué afin de pouvoir avancer. Enfin, madame, parlez-nous un peu de cette société AMS, Advanced Medical System. Quelle est sa taille? Quelle est son expérience? Alors, c'est une société qui est spécialisée dans la réalisation d'équipements de santé. Oui, Advanced Medical System, on pourrait traduire ça comment? Advanced Medical System, c'est des systèmes médicaux très avancés, très expérimentés. Bon, voilà. On est tourné vers l'avenir, forcément, puisque comme je vous l'ai expliqué, la médecine évolue extrêmement rapidement. Donc nous, notre société aujourd'hui, nous avons environ une vingtaine de personnes basées à Brazzaville pour la réalisation spécifiquement de ce projet. Après, il y a une direction, une société complète qui existe à Tel Aviv, avec tout le personnel nécessaire et qui travaille également sur d'autres projets dans d'autres pays, de façon, toujours sur des équipements de santé. Nous avons une direction médicale très forte, avec un grand directeur médical qui a dirigé plusieurs hôpitaux de référence dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons également proposé des échanges de partenariats entre le futur hôpital des instructions des armées de Brazzaville et des grands hôpitaux dans le monde, et entre autres à Tel Aviv, de façon à ce qu'il y ait des échanges de médecine et que l'on puisse aller sur des grandes technologies. Voilà. Et donc les personnels du futur hôpital seront formés sur place et également à l'étranger, de façon à avoir une formation permanente. Votre expérience dans le monde? Mon expérience dans le monde? La société. La société, alors on a réalisé de nombreux hôpitaux, notamment en France. On a travaillé sur de très nombreux hôpitaux en France, aussi bien en programmation qu'en réalisation. Donc on va de la définition des besoins de l'utilisateur jusqu'à la livraison clé en main. Et puis après, je vous dis, il y a vraiment tout cet aspect formation et maintenance qui est extrêmement important. Parce que vous pouvez livrer un très 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 beau bâtiment, il est parfait, il fonctionne, mais si un an après, vous n'avez pas mis l'ensemble des personnels au courant des nouvelles techniques, si vous n'avez pas réalisé la maintenance parfaitement de ce bâtiment, il ne fonctionnera de moins en moins bien et il se détériorera. Donc pour le préserver, il faut vraiment penser à tout ce qui est formation et maintenance et exploitation de l'équipement. Voilà. C'est prioritaire. Voilà, c'est le mot de fin. Nous étions avec Madame Emmanuelle Stantman. Elle est de la société AMS, vous savez, la société qui exécute les travaux de l'hôpital d'instruction des armées de Brazzaville. Merci madame de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci à vous qui avez suivi cette émission, ce numéro de l'émission Territoire et Aménagement. Au revoir et au prochain numéro.